Bon, mais je vous propose qu'on attaque. J'espère que ça fera arriver les retardataires, puisqu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y avait 25 inscrits et on n'y est pas tout à fait. Voilà. Donc, merci à tous les présents, du coup, pour d'être là à ce 41e café génial sur la pression sur la végétation et la régénération forestière. Donc aujourd'hui, nous avons deux intervenants, enfin trois du coup, puisque Yannick Barascut, pardon, du Parc des Pyrénées ariégeoises, qui vient nous présenter un projet de recherche, le projet Écotone, sur son parc en lien avec les lisières forestières, et accompagné de Thierry Feuillet, du coup, chercheur sur ce projet. Et nous sommes aussi en compagnie de Thibaut Palec de l'ONF, qui nous fera une présentation sur différents outils en lien avec cette thématique. Donc, comme à l'habitude, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'écran ça va être rapide hein, du coup, pour se présenter, voilà, nom, prénom, structure et que vous nous disiez pourquoi le sujet vous intéresse. Euh, Comme d'habitude, ben voilà, les présentations seront suivies du même temps d'échange questions environ. Voilà, quand on est en petit nombre, c'est pas forcément la peine de se servir du chat, mais si vous préférez, vous pouvez. Mais l'idée, c'est plus voilà, de poser vos questions à l'oral et d'échanger, qu'on puisse échanger entre nous. Voilà. Et bien, du coup, je passe la parole à Clara. Bonjour à tous et toutes. Clara Garcia-Matos, chargée de mission stratégie air protégée au Parc des Grands Causses. Et donc intéressée là aujourd'hui parce qu'on a pas mal de questions de gestion forestière sur le territoire du parc. Voilà, c'était toujours intéressant de pouvoir suivre un petit peu ce qui se fait autour de tout ça. Merci, Clara. Lucie? Oui, bonjour à tous. Lucie Gieuse, Fédération régionale des chasseurs. Intéressée à deux titres en tant qu'animatrice d'un réseau d'espaces protégés par les chasseurs sur la base de sites acquis, qu'on a donc du coup ensuite en gestion, et d'autre part sur l'équilibre forêt-gibier par rapport à l'aspect chasse. Merci, Lucie. Anne? Bonjour à tous. Donc Anne Salvado, je suis à la région Occitanie au service Natura 2000. Donc je suis chargée de projet Natura 2000 et référente pour les départements Hérault et Gard. Et intéressée par la thématique parce que je suis deux sites qui sont liés à la forêt de Pont-Salzmann. Voilà, c'est par rapport aux changements globaux. Voilà, le sujet m'intéresse. Merci, Anne. Anne-Marie? Oui, bonjour. Donc, dans la foulée de Anne, de Anne-Marie Develay, je suis chargée de projet Natura 2000 à la région Occitanie. Alors, le sujet m'intéresse parce que dès que je vois le mot forêt, je rajeunis de 40 ans. Ça, c'est bien, puisque je suis forestière à la base. Et puis, enfin, le projet que va présenter Yannick m'intéresse beaucoup, puisque, en fait, moi, j'accompagne les sites de l'Ariège, notamment des Pyrénées ariégeoises. Et cette question de la limite forêt estive, elle est très prégnante, et voilà. Super. Merci, Anne-Marie. Camille? Bonjour à tous. Donc moi c'est Camille Fleury, je travaille au PNR des Pyrénées ariégeoises sur l'espace rural et plus particulièrement la gestion des espaces enfrichés. Et c'est à ce titre-là et notamment par rapport à la présentation d'Ecotone que le sujet m'intéresse beaucoup également. Merci, Camille. Alors, monsieur ou madame Keir, alors j'ai Marie en tête, mais je ne suis pas sûre, il n'y a pas le prénom qui s'affiche. Oui, bonjour. Oui, Marie Gaëre, c'est bien ça. Je suis désolée, Super. j'ai que le micro et pas la caméra. Donc moi, je suis animatrice Natura 2000 dans les Hautes-Pyrénées sur le site Riomage-Moudan, qui est concerné par une zone et forestière et d'estive en montagne. Donc c'est un sujet plus qu'intéressant pour moi. Merci, Marie. Peggy? Oui, bonjour, pareil, hein, j'ai pas pris le On temps fait un petit tour d'écran, tu t'en doutes. oui, j'ai pas pris le temps de déclencher ma caméra. Donc, j'ai dit que je travaille sur le syndicat Rivière Salade Vol, qui sont en Ariège et Haute-Garonne. Et ce sujet m'intéressait pour diverses raisons. Donc, nos actions que l'on peut mener sur les ripisylves, mais aussi des actions de replantation, notamment de ripisylves aussi,
Les relations avec certains agriculteurs qui se développent de plus en plus aussi, qui ont des peupleraies, enfin voilà, sur les boisements un petit peu, Natura 2000, enfin voilà, c'est un petit peu à la frontière de pas mal d'actions qu'on a. Ok, merci Peggy. Alors pour info, on t'entend vraiment très loin. C'est Ah, un peu dur de d'accord. décrypter. J'ai capté quelques Mariage. bribes, mais voilà, ultérieurement, s'il y a des questions, peut-être si tu peux te rapprocher du micro. D'accord. Eh bien, merci à tous. Yannick, Thierry, Thibault, je vous laisserai vous présenter en début de présentation chacun, peut-être. Et Yannick, ben, je te laisse partager ton écran avec Thierry, du coup, pour lancer la présentation sur le projet Ecotone. Hop. Est-ce que ça s'affiche chez vous? Oui, c'est pas en plein écran, par contre. Ça vient, ça vient. Quelle Tac. jolie photo. Quel joli parc. Bienvenue à Ariège. Et là, c'est pas la météo du jour, mais c'est pour vous donner envie d'aller voir, notamment les collègues un peu éloignés de l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc J'avoue, moi, je ça suis donne Yannick envie. Barascude. Je coordonne le pôle biodiversité, agriculture au territoire, une petite équipe bien sympathique, notamment des animateurs Natura 2000, des projets de réserve souterraines et encore plein d'autres choses. Donc moi, je vous présente ce projet. C'est Julie qui m'a un peu tapé du coude en me disant, est-ce que tu n'aurais pas des trucs intéressants à proposer? Ben, je dis, ben, j'ai un truc qui me plaît, notamment parce que je milite et que dès que ça parle de transversalité, ça me motive. Donc là, c'est effectivement un programme très transversal puisque ça concerne aussi bien les naturalistes, les chasseurs, les forestiers. Donc voilà, chacun avec son regard et ses attentes, évidemment. Donc moi, je vais juste vous faire une rapide introduction et après, je laisserai la parole à Thierry Feuillet qui développera un peu ce projet-là, quoi. Alors pour ceux qui, du fait du réchauffement climatique, sortiraient de l'hibernation, juste pour vous préciser où sont les Pyrénées ariégeoises. Donc on est frontalier avec l'Andorre et l'Espagne, notamment avec trois autres parcs qui sont côté andorran et côté catalan. Donc c'est en bas, quoi. Aujourd'hui, au 23 juin, on est encore composé de 141 communes. On est en phase de révision de charte et du coup aussi d'élargissement de périmètre qui verra du coup le périmètre augmenter à 164 communes. On est un petit territoire rural, hein, puisqu'on est 46 000 habitants sur ce territoire. Et on est adossé à la chaîne frontalière, puisqu'on part après dans la basse vallée de l'Ariège à 200 mètres d'altitude pour atteindre après les 3140 sur la zone la plus haute et frontalière. Bon, pour ceux qui découvriraient ce qu'est un parc, je vais aller un petit peu vite, hein, mais disons qu'on est sur un territoire qui est très rural, avec un patrimoine riche et culturel qui est intéressant, préservé, mais donc l'équilibre est fragile. D'habitude, quand on me sollicite, c'est plutôt pour parler de la réintroduction du bouquetin ou éventuellement d'espèces endémiques qu'on a sur le territoire. Mais aujourd'hui, effectivement, ça me sort un peu des diaporamas déjà faits, et donc il a fallu que je recycle d'autres éléments pour être efficace ce matin. Alors, la spécificité d'un PNR par rapport à un parc national, c'est qu'on a un territoire qui est habité, donc il y a une biodiversité, faune, flore, mais aussi une attente sur les paysages, l'architecture, le patrimoine culturel, donc tout ça qui sont reconnus à l'échelle nationale. Et on est un outil au service des collectivités. Donc on est toujours en mode de projet. Bon, ça peut être motivant, mais parfois ça veut dire qu'on met en place des outils et qu'on refile ensuite une fois qu'ils tournent à d'autres structures, à d'autres collectivités. Ça peut être parfois un peu frustrant aussi, quoi. Et notre Bible avec laquelle on dort, ça s'appelle la charte du parc. On va en reparler. Bon, voilà, ça. Mais alors, qu'est-ce que vient faire un parc dans la question de la pression sur la végétation et la régénération? Évidemment, c'est la charte. Donc, dans cette nouvelle charte qui nous projettera jusqu'à 2040, nous avons spécifiquement deux mesures qui me permettent de justifier pourquoi je passe une heure et demie à prendre le café ce matin avec vous. La première, elle est liée à la biodiversité. Euh, c'est la mesure notamment
la biodiversité forestière, c'est notamment tout ce qui est en lien avec les actions forestières. Et il y a notamment une attente spécifique sur la gestion du gibier et de la forêt. On va en reparler un petit peu après, justement, et notamment le travail qu'on mène avec la Fédération départementale des chasseurs de l'Ariège. Et l'autre mesure, c'est celle qui est plutôt liée à l'équilibre entre les milieux ouverts et les milieux forestiers. Donc là, on retrouve aussi tout ce qui est Natura 2000 et tout ça, mais c'est aussi une approche qui est liée au paysage, puisque pour un élu, la biodiversité, ça peut parfois créer des relations, des réactions épidermiques, mais quand on parle de paysage, ça passe un peu mieux. Et l'autre, c'est aussi le soutien à l'activité agricole, et notamment à celle des estives, et d'arriver à trouver des outils, des éléments de valorisation pour que tout ça se passe dans un équilibre de gestion le plus respectueux possible de la biodiversité qu'on y trouve. Alors voilà, on va pas passer en revue tous les outils qu'on peut déployer, tous les outils qu'on met en œuvre là-dessus. J'en cite quelques-uns justement qui sont vraiment en lien avec la thématique d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à la mise en place d'une filière venaison pour que la gestion du gibier soit quelque chose de plus dynamique, qui repose pas exclusivement sur les congélateurs des chasseurs, mais qu'il y ait aussi une valorisation du gibier qu'on y trouve et que ça puisse aussi motiver les chasseurs, les communes à s'engager un peu plus sur certains gibiers ou certains modes de pression qui pourraient être intéressants pour la restauration forestière notamment. Ensuite, il y a toute une palette d'actions qu'on justifie au titre des trames vertes et bleues. Donc, il y a des chantiers de restauration, il y a le suivi des remises en pâturage, puisqu'on ne réalise des chantiers que si on a l'assurance derrière d'avoir une gestion qui est mise en place pour pas avoir à passer tous les 5 ans à réouvrir. Donc là, c'est un ensemble d'actions avec différentes phases pour là aussi essayer de contenir la dynamique forestière que chacun de nous autour du café subissons certainement sur nos territoires. Donc tout ça, c'est divers outils d'un couteau suisse et le couteau suisse Supra, c'est en fait de se baser sur la connaissance scientifique. Et donc on a un conseil scientifique qui est en phase de renouvellement avec une palette de chercheurs et de sachants assez exceptionnels. Et quand des chercheurs viennent nous dire, ben, on cherche tel ou tel territoire d'application pour nos sujets de recherche, ben, en général, moi, ça me motive de savoir que notre périmètre, notre territoire, aussi bien les éléments de biodiversité que les éléments culturels ou les éléments de gestion peuvent avoir un intérêt pour la recherche et aussi, du coup, que les habitants peuvent avoir le retour des conclusions de la recherche, moi, ça m'intéresse. Et c'est pour ça que Thierry, enfin, c'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on a été approché par Thierry, qui est d'une université locale, puisqu'elle est normande. Et du coup, il y a de l'histoire dedans. Il y a eu un premier projet qui s'appelait Spatial Tripé. Je laisserai Thierry en parler plus complètement, mais c'était sur voir un peu quelle était la dynamique dans le temps des limites supérieures de la forêt. Et donc, il cherchait des territoires. Il nous dit, ben, viens, on a des trucs qu'on peut te proposer. Ça a fait l'objet, du coup, d'une thèse en 2024, notamment en l'abordant aussi avec la focale enfin, changement climatique et voir quel effet ça pouvait avoir corrélé à tous les autres curseurs que sont des prises, dynamique économique, ainsi de suite. Du coup, ce premier projet s'étant terminé, Thierry développe un second projet qui s'appelle Ecotone, et en rassemblant tout un panel aussi de chercheurs très intéressants avec des entrées très différentes. Et là, c'était aussi voir si on avait un territoire sur le parc qui pouvait être terrain de recherche. Et c'est le Valier qui a été proposé. Et moi, comme je vous disais, la transversalité, c'est quelque chose qui me motive et ça m'a permis d'aller chercher tous les partenaires qui travaillent avec le parc ou qui sont aussi légitimes sur ce territoire-là. Ça m'a permis d'aller chercher les collègues de Thibaut avec l'ONF local, les collègues de la fédération pastorale,
mes collègues en interne de la forêt et de la gestion Natura 2000. Enfin voilà, ça a permis de créer aussi un petit groupe technique autour de la thématique qui peut partager, aussi attendre, enfin préciser aux chercheurs leurs attentes sur les différents programmes, ainsi de suite. Voilà, j'en ai fini moi de cette introduction. Je pense que le mieux, c'est de laisser la parole du coup à Thierry pour présenter qu'est-ce qui se cache derrière ce grand mot d'écotone. Bonjour à toutes et tous. Alors, d'abord, un grand Alors, je merci vais à essayer de Yannick. me déconnecter. Ouais, Comment fais-je? Hop. Ça marche comme ça Il ou y pas a du tout? il y a un bouton départager en bas de ton écran. Là où il y avait partagé, il y a normalement arrêté le partage. Ah voilà, il faut que je change d'écran, pardon. Du coup, Thierry, tu as une présentation à partager? ouais, j'ai quelques Oui, slides que super. je vais partager. Ouais, oui, c'est bon. Ok. Oui, je vais y arriver, hein. Ouais, j'en doute pas, hein. Non, Thierry, je pense que si vous essayez de partager votre diaporama, ça va prendre la main sur celui D'accord. de Ah Yannick. En ouais, général, Zoom fonctionne comme ça. Ouais, ok. C'est bon? ouais, super. Parfait. Je te laisserai te départager après, hein. Ouais. Donc, je disais, je voulais remercier Yannick de m'avoir invité. Je suis très content d'échanger avec vous aujourd'hui. Et donc, effectivement, je vais essayer de vous expliquer un peu le contexte de ces projets et puis surtout disponible pour échanger à ce propos si ça vous intéresse. Donc, je m'appelle Thierry Feuillet et je suis enseignant-chercheur en géographie de l'environnement à l'université de Caen. Donc effectivement, c'est un peu bizarre que je travaille sur les Pyrénées, mais ça s'explique par le fait que en fait, j'y ai fait ma thèse. Donc pour moi un peu un retour aux sources de travailler dans les Pyrénées. Suite à ma thèse, j'ai été recruté ailleurs et finalement, je finis par revenir travailler dans les Pyrénées, mais avec les aléas des recrutements dans le milieu de l'enseignement supérieur. On ne choisit pas malheureusement à sa fac. Donc je me retrouve éloigné des Pyrénées, mais je continue à y travailler avec beaucoup de plaisir. Donc, je suis plutôt intéressé par les aspects de recherche fondamentale sur les, les interactions entre dynamique des paysages et biodiversité. Mais ceci dit, j'ai de plus en plus de contacts en fait avec les acteurs gestionnaires et notamment ça s'est matérialisé avec notre collaboration avec le PNR des Pyrénées ariégeoises. Et depuis peu, je suis aussi au conseil scientifique du PNR des Marais du Cotentin et du Bessin, donc ce qui montre que justement, j'ai de plus en plus de contacts avec les aspects gestionnaires qui sont, en fait, à mon avis, les bienvenus pour essayer de connecter ces questions de recherche fondamentale à des problématiques de gestion, quoi. Donc voilà un petit peu pour le contexte. Alors à propos des projets, donc effectivement, comme l'a dit Yannick, on est parti de... Là, on voit ton écran Ouais, Google. Ah, ouais, c'est mieux. voilà, je reviens sur Ecotone. Pour le contexte, donc Ecotone, ça fait effectivement la suite de Spatial Trip, qui était un programme ANR qui s'est déroulé entre 2022 et 2024. Donc le projet Spatial Trip, il y avait dedans différents partenaires, dont l'UMR d'INAFOR à Toulouse, donc d'écologues forestiers, la station de Moulis, le CEF de Montpellier, etc. Et en fait, l'objectif du projet, c'était d'essayer de comprendre les déterminants de la dynamique de la limite supérieure de la forêt dans les Pyrénées, plutôt la partie orientale, donc Ariège et Péau. La variable réponse qu'on étudiait, c'était vraiment la dynamique de l'arbre au niveau de la limite supérieure, donc de la forêt principalement subalpine, mais aussi montagnarde supérieure. Et la problématique, c'était que parmi ces facteurs de dynamique, bah, il y en a en fait une multitude qui sont complexes, qui interagissent à des échelles différentes, etc. Donc l'idée, c'était d'une part de cartographier la dynamique de la forêt et d'autre part de quantifier tous les facteurs potentiels et ensuite de faire des calculs statistiques pour essayer de déterminer les principaux objectifs, les principaux déterminants, les principaux facteurs de cette dynamique, d'essayer de les hiérarchiser. Et en fait, quand on a commencé à faire nos analyses, à avoir nos premiers résultats, on s'est aperçu que les aspects de biodiversité étaient fortement associés aux dynamiques de la forêt. Et finalement, en réfléchissant, on s'est dit, bah, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas la biodiversité au niveau des limites d'écosystèmes, c'est-à-dire au niveau des écotones, comme variable réponse à étudier, plutôt que la dynamique paysagère elle-même. C'est-à-dire qu'on a inversé en fait la variable qu'on cherchait à expliquer.
La biodiversité était un facteur explicatif, et puis finalement, dans le projet d'après, on l'a mis comme variable à expliquer. Et parmi les variables à expliquer, il y a du coup la dynamique des paysages et d'autres facteurs comme la déprise agricole ou les changements climatiques. Et donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à la suite de Spatial Trip, qui est le projet Ecotone. Donc, Spatial Trip, c'était un financement national, c'était l'Agence nationale de la recherche. Et Ecotone, c'est un financement à la fois région Normandie et Europe par les FEDER, donc les fonds européens. Ce qui explique qu'on a aussi élargi les terrains, plus seulement aux Pyrénées, mais aussi à la Normandie pour ce projet Ecotone. Donc, on a élargi à la fois d'un point de vue spatial et d'un point de vue écosystème, puisqu'on ne prend plus seulement la forêt, mais en Normandie, on essaie de prendre un gradient forêt, bocage, grande culture. Cela dit, on continue à travailler dans les Pyrénées, parce que c'est vraiment la poursuite d'une partie des analyses qu'on a faites dans Spatial Trip, parce qu'évidemment, elles ne sont pas terminées. Donc, ça nous a permis de poursuivre en fait les efforts dans les Pyrénées, et aussi, surtout, de rajouter une dimension prospective aux analyses, parce que dans Spatial Trip, on était uniquement dans du rétrospectif. Donc, on a profité de ces financements Ecotone pour se dire, est-ce qu'on ne peut pas essayer d'aller chercher un petit peu des questions de recherche sur la façon dont pourraient évoluer les lisières en fonction de différents scénarios de gestion. Et donc, c'est surtout ça qui va vous intéresser aujourd'hui. Donc, juste pour, enfin, sans rentrer dans les détails, parce que je savais pas en fait exactement le public qu'il y aurait aujourd'hui, donc je savais pas précisément sur quels aspects insister d'Ecotone. Donc, j'avais préparé cette petite slide qui présente le cadre théorique un peu des questions de recherche qu'on a posées, avec cette réponse écologique qui est donc la biodiversité dans les écotones et qui répond à un certain nombre de facteurs, les dynamiques anthropiques et les changements climatiques, mais avec toutes les difficultés un peu théoriques qui est que ces facteurs ne jouent pas directement sur la biodiversité dans les écotones, mais sont médiés par une série de facteurs intermédiaires que sont la géodiversité, à laquelle on s'intéresse par ailleurs dans d'autres projets et qu'on a intégré dans celui-là. La géodiversité, c'est toute la façon dont les milieux varient en termes de diversité de roches, de sols, de réseaux hydrologiques, etc. Donc, ces facteurs qui sont susceptibles de faire varier les effets en fait, des changements climatiques et des dynamiques anthropiques. Et par ailleurs, la dynamique des écotones elles-mêmes, c'est-à-dire qu'en fonction du gradient de dynamique dans lequel on se situe au niveau des lisières, l'effet des changements climatiques et des facteurs anthropiques ne sont pas les mêmes sur la biodiversité. Donc, on essaie d'échantillonner des sites qui sont à la fois stables depuis des décennies et d'autres qui ont beaucoup bougé. Voilà, qui ont beaucoup bougé pour différentes raisons. Et ça, on essaie de le quantifier à partir de photographies aériennes anciennes. Donc, on a posé un certain nombre d'hypothèses dans ce projet écotone. C'est d'une part que les écotones dynamiques sont plus riches en biodiversité que les écotones stables. La deuxième hypothèse, c'est que ces liens entre dynamique des écotones et biodiversité varient le long d'un gradient de géodiversité. Et la troisième hypothèse qu'on va chercher à tester, c'est que ces liens varient aussi selon les territoires et notamment selon un gradient de naturalité, ou en fait un gradient de pression anthropique, en quelque sorte. Bon, ça je vais passer, c'est pas la peine. Alors donc en termes de méthodologie, on va donc caractériser la dynamique des paysages et des écotones à partir de méthodes liées à la télédétection, à l'analyse d'images, classification automatique d'images anciennes. Et on va caractériser la biodiversité à partir de différentes approches et de façon multitaxa. Donc, on va essayer plutôt que d'être très très précis en termes d'espèces, de plutôt prendre assez large dans différents groupes et dans différents contextes territoriaux pour essayer d'avoir une vision vraiment d'ensemble. Donc, on va essayer de caractériser la diversité en oiseaux à travers des enregistrements acoustiques, ce qu'on a déjà fait depuis 2022 dans Spatial Trip, donc on va le poursuivre. La diversité en insectes à partir d'observations in situ. Dans les Pyrénées, on a déjà pas mal de résultats sur les papillons et les orthoptères, et donc ça, on poursuit aussi sur d'autres sites. Et puis, la diversité végétale à la fois sur site et par télédétection. Et ce qui peut-être va faire l'objet des principaux échanges qu'on va avoir entre nous aujourd'hui, c'est l'aspect géoprospectif qu'on a intégré dans le projet Ecotone. Alors là, l'objectif, comme je vous le disais, c'est de plus seulement regarder ce qui s'est passé, mais d'essayer de proposer des scénarios d'états futurs, à la fois de la dynamique des écotones et de la biodiversité au sein de ces écotones. Donc, on a toute une partie dans le projet là-dessus. On a un ingénieur de recherche qui travaille
100% de son temps pendant 2 ans sur ces questions de géosimulation. Alors, dans ces aspects de géosimulation, il y a deux dimensions. Il y a une dimension méthodologique qui nous intéresse en particulier parce que quand on part sur des simulations spatialement explicites comme ça, c'est-à-dire qui prennent en compte vraiment les caractéristiques précises de l'espace pour essayer d'estimer un peu comment vont évoluer les paysages, il y a différentes solutions de modélisation qui existent. Donc, on a ici disons un vrai enjeu méthodologique pour essayer de comparer les méthodes et de choisir celles qui présentent les résultats les plus efficaces, les plus satisfaisants. Donc, il y a une partie vraiment méthodo-modélisation. Et puis, il y a aussi une partie qui consiste à établir des scénarios de gestion qu'on va rentrer en input ensuite dans les modèles. Et donc, c'est là qu'on est en particulier intéressé par la collaboration qu'on a avec Yannick, qui nous met en contact avec l'ensemble des acteurs qui interagissent à un moment ou à un autre avec les lisières supérieures forestières pyrénéennes. Parce que, en fonction des scénarios de gestion, notamment des scénarios de déprise pastorale euh, et autres, on établit différents scénarios qu'on va intégrer dans nos modèles et qui vont présenter en fait des résultats évidemment complètement différents. Alors, dans ce projet, on a cet ingénieur qui travaille spécialement sur les simulations et on a aussi un économiste qui travaille en théorie des jeux et qui est aussi très intéressé par ces questions de jeux d'acteurs. En fait, il essaie d'appliquer ces modèles mathématiques à des applications concrètes comme celle-là. Et là, on trouvait que ça s'y prêtait très bien, donc il était très intéressé par ça. Il essaie de positionner les acteurs dans un espace un peu théorique pour déterminer des pouvoirs, des jeux de pouvoirs, et qui permettraient suite à des entretiens qu'il va réaliser en collaboration avec l'ingénieur dont je parlais, qui va nous permettre d'établir différents scénarios de gestion en fonction de ces jeux de pouvoir. Ces scénarios de gestion, comme je le disais, vont être intégrés ensuite dans les simulations. Donc voilà en gros les enjeux du projet Ecotone, qui commence tout juste, qui a commencé au mois de janvier, qui se poursuivra jusqu'en décembre 2026. Et qui, j'espère, ensuite pourra être poursuivi par d'autres types de financements, évidemment. Mais voilà où on en est actuellement. Alors, je n'ai pas d'autres slides particulières sur le projet Ecotone, mais par contre, je suis évidemment complètement à votre disposition pour échanger avec Yannick pour répondre à vos questions éventuelles. Si j'ai été trop vite sur certains aspects, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Merci Thierry. C'est un projet qui débute, du coup, me disait Yannick, et qui est un projet de recherche sur combien d'années à peu près vous espérez des résultats ou voilà, pouvoir avoir C'est 2 ans. certaines... Le financement, c'est 2 ans. 2 ans. Alors en fait, il y a le calendrier des financements, puis il y a le calendrier scientifique qui est évidemment pas du tout le même. Donc on est contraint par les durées de financement, mais en fait, c'est évidemment beaucoup trop court. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, on va être à peu près à la fin de l'acquisition des données, mais pas encore aux conclusions, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois, on essaie de trouver Des nouveaux d'autres financements. financements pour poursuivre. Là, le projet Spatial Trip est officiellement terminé, mais en fait, on est encore en plein dans les analyses de données. C'est toujours comme ça, malheureusement. Les financements se font rares en plus. Bah, il faut aller les chercher là où ils sont, hein. Mais alors souvent, comme on prête qu'aux riches, quand on a déjà eu des projets et que voilà, c'est déjà assez avancé, ben, on a plus de facilité à en obtenir d'autres. Du coup, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce projet, des interrogations ou que vous vous posez sur vos sites éventuellement, qui pourraient peut-être être, enfin, voilà, où ça pourrait peut-être vous apporter des réponses ou Je vois qu'on a des collègues de l'ONF, de la Fédération des chasseurs, des acteurs avec qui on a travaillé en Spatial Trip. On avait une convention de collaboration avec l'ONF, par exemple. On avait aussi une postdoc dans Spatial Trip qui s'est entretenue, une postdoc en anthropologie plutôt, en anthropologie de l'environnement, qui s'est entretenue à plusieurs reprises avec les chasseurs, avec les, les bergers, avec les différents acteurs de la lisière forestière qui a passé une série d'entretiens dont les résultats sont toujours en cours de traitement.
du Voilà. coup. Moi, ce que je trouvais intéressant dans ce projet, enfin dans ces projets, c'est au-delà de l'aspect gestion, biodiversité, tout ça, c'est la diversité des chercheurs que Thierry a réussi à greffer sur ces projets, des économistes, des historiens, des mathématiciens, enfin voilà, des choses que dans un projet de territoire, de parc et tout ça, on ne serait pas arrivé à mobiliser et, ni à imaginer, hein. Ok. C'est La... peut-être un peu. Ah, pardon, vas-y, Non, Lucie. excuse-moi, Julie. La valorisation justement des résultats, elle est prévue comment et quand? Alors, il y a, ça, c'est un projet de recherche. Donc, en fait, il y a une partie de valorisation qui concerne les publications scientifiques et la diffusion dans la communauté scientifique. Et Bon, du coup, nous, après, gestionnaire, on a du mal à accéder au... On est au ouais, courant des Souvent, projets, ouais. mais finalement, on n'a jamais le résultat. ouais, tout à Et fait. c'est pour ça que je pose la question. Non, mais tout à fait. Et c'est pour ça que je disais que, en fait, ça fait pas très longtemps que j'entretiens des liens, en fait, de plus en plus étroits avec les gestionnaires et je sais pas forcément encore très bien valoriser auprès de vous, enfin, diffuser les résultats scientifiques auprès des acteurs gestionnaires et je suis en train d'apprendre à le faire, en fait. Mm. Donc, il faut qu'on fasse des sessions de restitution, qu'on anticipe ces sessions de restitution où on invite, en fait, tous les acteurs. Donc, on l'a fait auprès de certains acteurs. On l'a fait, par exemple, au PNR avec Yannick. On l'a fait auprès de l'ONF, mais on n'a pas fait des grandes sessions où on invite tout le monde. Et ça manquerait. Oui. Et, ouais. Moi, je peux apporter une première question ou de première piste, hein. C'est une excellente question, Julie, et c'est effectivement quelque chose qui nous préoccupe de faire en sorte que cette avancée de la connaissance soit aussi transmise aussi bien au niveau des partenaires gestionnaires, mais aussi au niveau des habitants et tout ça. Donc, il y a eu dans l'histoire des sessions qui s'appelaient les rencontres scientifiques du parc. C'était pendant plusieurs jours. Des chercheurs qui allaient à la rencontre des habitants dans des sessions dans les cafés, dans les bars, et aussi bien des grandes plénières ou des grandes commissions pour pouvoir apporter l'information, hein, l'amélioration de la connaissance, la rendre disponible, répondre aux questions de tout le monde en fait qui se posent. Et donc là, dans les 3 prochaines années, on a prévu de nouveau des programmes financiers pour pouvoir aussi bien avoir ces échanges entre citoyens et chercheurs, mais aussi entre chercheurs et chercheurs en fait, à différentes échelles. Donc effectivement, c'est une préoccupation intéressante pour pas cloisonner et mettre en silo ces éléments-là et les déconnecter en fait des habitants et des élus, quoi. Oui, alors c'était Lucie qui avait posé la question, hein, c'était pas moi, mais bon, c'est vrai que ben, c'est toujours le lien recherche-gestion. Il y a de nombreux projets, hein. Il y avait même un projet au niveau régional, la Biodivoc, pour essayer de mettre en relation les chercheurs avec enfin, voilà, les besoins de terrain d'expérimentation des chercheurs avec les besoins de réponse de certains gestionnaires, etc. Mais on voit que c'est toujours encore un petit peu laborieux, malgré un certain nombre d'initiatives qui sont prises et de dynamiques. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes mondes, et c'est difficile, toujours. Mais du coup, dans le cadre du réseau, c'est vrai que n'hésitez pas à revenir, Yannick, du coup, vers moi après, quand il y aura des résultats sur le projet, pour éventuellement voilà, pouvoir le diffuser et refaire un café ou autre avec, bon voilà, là, aujourd'hui, c'était une présentation pour que vous sachiez que ce projet existe, que voilà, on en attend certains résultats, mais du coup, une fois que ce sera terminé, effectivement, ça pourrait être intéressant de refaire une présentation sur ce sujet. Volontiers. Euh, et- non, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé. Non, j'ai juste dit volontiers. Je trouvais que c'est une Ah, très bonne idée, oui. ok, super. Et du coup, alors peut-être que ça manque un peu de concret aujourd'hui pour qu'il y ait plus de questions. Je propose peut-être Thibaut de prendre le relais et ensuite il y aura peut-être des questions qui reviendront en lien avec les deux présentations et le sujet de façon générale, même si Thierry, enfin, je crois que tu dois nous quitter aux alentours de 10 heures, si je ne me Oui, trompe oui, pas. je suis vraiment désolé. Ouais. Effectivement, je dois partir à 10 heures. Mais non, non, il n'y a pas de souci. Et déjà, merci beaucoup d'avoir pu te rendre disponible et d'avoir été présent ce matin. Comme Avec je plaisir. disais à Thibaut et à Yannick, si tu es d'accord, je mettrai ton mail aussi dans le mail que j'envoie aux gestionnaires. Alors, ceux qui sont présents ce matin, mais tous ceux qui étaient inscrits aussi,
et du coup intéressé par la thématique. Je vais y joindre les présentations et je mets les coordonnées si éventuellement il y a des questions ou autres. Tu n'es pas contre que je mette ton mail et des questions peuvent venir après éventuellement. Super, Bien sûr. merci. Et donc Thibaut, je te laisse partager ton écran et te présenter en préalable. Et donc merci de nous donner la parole là. Effectivement, bon, mais le projet Ecotone, même si j'en connais pas forcément les détails complets, ça nous parle nous forcément énormément parce qu'effectivement on est gestionnaire de, de grandes surfaces forestières et pastorales. Et donc ce sujet des lisières forestières, notamment dans le cadre du changement climatique, est un véritable sujet et effectivement les résultats nous seront forcément bénéfiques pour tout ce qui est action de gestion. Donc moi je me présente rapidement, donc Thibaut Palec, je suis ingénieur à l'Office national des forêts. J'ai passé presque 15 ans sur la partie Comminges, donc la partie haut-garonnaise, au Comminges même, donc tout ce qui est secteur de Saint-Béat, Bagnères de Luchon, en qualité de technicien forestier, responsable d'unité territoriale, donc avec la gestion de l'unité territoriale au Comminges. Et donc, depuis un an, je suis arrivé sur l'agence interdépartementale Ariège-Aude et Pyrénées-Orientales sur la responsabilité de la gestion de la chasse et de l'équilibre forêt-gibier. Voilà. Sujet qui prend de plus en plus d'importance au sein de l'établissement en raison des difficultés de renouvellement qui sont déjà présentes sur un certain nombre de territoires depuis plusieurs années, voire dizaines d'années, mais qui aujourd'hui de plus en plus nous posent de soucis. Donc voilà, moi je vais intervenir donc à ce titre-là. Je vais vous présenter un petit peu les outils que nous utilisons en interne dans le cadre de l'évaluation de cet équilibre sylvo-synergétique et puis comment on le prend un petit peu en compte dans la gestion forestière. Allez, je partage l'écran du coup. Est-ce que c'est bon pour vous? Parfait. Allez. Et donc, les outils de l'évaluation équilibre forêt-gibier. Donc voilà, je fais juste une petite présentation. Donc l'agence interdépartementale Ariège-Haute-PO, donc c'est environ 285 000 hectares de forêt et zones pastorales, dont 120 000 hectares de forêt en production. Voilà, ce qu'on appelle forêt en production, donc c'est des forêts susceptibles d'avoir des coupes. Sur ces 285 000 hectares, on en a à peu près la moitié qui sont en forêt domaniale, donc forêt de l'État, pour lequel on est gestionnaire, et puis le reste, ce sont des forêts des collectivités, pour lesquelles on intervient pour le compte des communes ou autres collectivités. Donc, les outils de l'évaluation, on démarre en fait l'évaluation de l'équilibre forêt-gibier un petit peu à la base de ce qu'est la gestion forestière, à savoir sa prise en compte au moment de la rédaction des documents de gestion. Chaque forêt des collectivités, chaque forêt domaniale est dotée d'un document de gestion qui est établi pour une durée de 20 ans généralement. Et donc, au moment où on fait ces inventaires, on prend un certain nombre de données sur la régénération et sur éventuellement les dégâts. Ensuite, nous utilisons dans la gestion courante diverses notations concernant les abrutissements ou les dégâts à la régénération. Ce sont des notations qu'on utilise au moment de la fiche de reconnaissance de coupe. Je reviendrai un peu après. Une notation au moment où on réalise les martelages, c'est-à-dire la désignation des arbres que nous allons passer en coupe. Ensuite, nous avons installé et nous installons encore des dispositifs d'enclos-exclos sur les forêts domaniales, notamment pour mettre en relief un petit peu ce que pourrait être un milieu enclos indemne de pression, que ce soit gibier ou animaux domestiques.
Et ensuite, voilà, quelque chose qui est un petit peu plus récent, c'est l'inventaire du protocole Brossier-Palu. J'y reviendrai un petit peu après. Vous allez voir à travers le PowerPoint quelques images qui mettent un petit peu en relief quelles pourraient être nos problématiques. Toutes ces photos que vous allez voir dans le diaporama, ce sont des photos qui sont prises sur la région Occitanie, dans les Pyrénées centrales et Pyrénées-Orientales. Donc là, vous êtes sur une parcelle dans la vallée d'Ouai, dans la vallée de Luchon, secteur douanière de Luchon. Et donc, c'est vrai que de premier abord, ce genre de paysage, on pourrait se dire, la forêt est plutôt bien gérée, on n'est pas trop embêté par la ronce, on peut s'y promener sans crainte de prendre une branche dans l'œil. Mais c'est tout sauf naturel. On est sur de la sapinière. La sapinière, c'est une essence d'ombre qui se régénère très bien sous un certain ombrage. Et on voit notamment au milieu une zone qui est un peu plus claire, avec une souche. Ça, c'est une parcelle qui est passée en coupe il y a plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des parcelles comme ça, sans aucune régénération. Et donc, on a des trous, entre guillemets, de production sur certains secteurs des Pyrénées de plus de 30-40 ans. Voilà. Et donc, il nous manque 30 ou 40 ans de régénération sur ces forêts-là. Donc, l'inventaire du renouvellement lors des aménagements forestiers. Donc, le principe général, c'est de caractériser la densité de régénération et puis la pression qu'on peut avoir en matière d'abrutissement, en matière d'écorçage, lors des inventaires qui sont faits donc tous les 20 ans. Donc, ce sont des inventaires statistiques. C'est en même temps qu'on caractérise les peuplements forestiers, on prend des données sur la régénération et sur la caractérisation des dégâts. L'objectif, c'est effectivement de prendre en compte cet indicateur dans tout ce qui est volet travaux sylvicoles, puisqu'un document de gestion, ça permet de faire un état des lieux, mais ça permet aussi de donner un petit peu le fil rouge de la gestion forestière sur les 20 ans à venir. Donc, effectivement, prendre en compte la densité de régénération et les éventuels dégâts, c'est aussi chiffrer tout ce qui concerne les travaux et notamment éventuellement des projets de plantation ou de protection de zones en régénération naturelle. Et donc, je vous ai mis un petit exemple. Là, en zone de montagne, il faut savoir qu'aujourd'hui, une plantation d'1 hectare, c'est entre 10 000 et 15 000 euros de l'hectare. Voilà. Donc, c'est des coûts qui sont très significatifs pour le gestionnaire et c'est des petites choses qu'il faut comprendre un petit peu pour se mettre un peu à la place du gestionnaire forestier. On le prend également en compte dans le programme de coupe. Pourquoi? Parce qu'effectivement, si on a des parcelles avec des absences comme la photo d'avant, absence complète de régénération, que nous avons un capital sur pied qui est limité et sans régénération, et bien effectivement, ça va amener à des retards de mise en coupe. Et donc, on a des parcelles et des forêts où on a 50%, 70% des parcelles qui sont en suspens en raison du manque de régénération de par ces déséquilibres sylvo-synergétiques notamment. Et puis en plus, on a tout ce qui est pris en compte dans le volet biodiversité. On parlait de lisière forestière. On a un oiseau qui est assez emblématique, nous, sur un oiseau sylvicole qui est le grand tétras. Et effectivement, dans les zones où on a une forte concurrence avec les ongulés, on se retrouve à devoir essayer de mettre en place un certain nombre de travaux pour mettre en défense des lisières supérieures ou des zones favorables, soit en zone d'hivernage, soit en zone de nidification, etc., ou zone d'alimentation. Voilà, ça c'est une forêt, donc c'est forêt domaniale de Sorate. On est sur des zones où, vous voyez, on arrive à voir contrairement à la photo d'avant, on arrive à avoir de la ronce, on arrive à avoir quelques semis de sapins, mais 100% des semis de sapins sont abrutis, complètement abrutis. Le bourgeon apical est complètement bouffé. Donc là, on est dans des zones de déséquilibre marqué, avec une dynamique de population assez forte sur ces secteurs-là. Donc, j'en viens à la notation que nous pouvons faire sur l'abrutissement. Donc,
voilà, nous, gestionnaires de forêt, je ne sais pas si vous savez comment c'est articulé, mais on a des techniciens qui sont responsables de secteur, responsables de forêt, donc ils sont au quotidien au sein de leur forêt. On a fait la description du document de gestion pendant 20 ans. Le document de gestion établit un programme de coupe sur 20 ans, et donc annuellement, les techniciens se rapportent à ce planning de coupe qui est fait et vont identifier et analyser chacune des coupes de ce programme de manière annuelle. Sur les coupes qui sont prévues à l'état d'assiette, par exemple 2026, le technicien va aller faire une analyse de la parcelle et il va renseigner une fiche qu'on appelle la fiche de reconnaissance de coupe pour savoir si effectivement la parcelle qui est inscrite au programme de coupe du document d'aménagement, on va pouvoir effectivement la faire passer réellement en martelage et en coupe. Et donc à ce titre-là, il va faire une analyse et il va donner son avis sur le niveau d'abrutissement et quel est le risque par rapport à ça. Donc c'est une évaluation individuelle du technicien local qui est fait lors de l'inscription de la coupe. Ensuite, nous avons une notation post-martelage. Donc le technicien a décidé ou non de mettre la parcelle en coupe. Une fois qu'il a décidé de la mettre en coupe, on a une notation post-martelage qui est faite de manière collégiale, pour le coup, avec l'ensemble des techniciens qui participent à l'opération. Je vous ai mis le petit tableau. Donc, la notation, ça consiste en quoi? À dire si effectivement le peuplement, notation 0, c'est un peuplement non sensible. Alors, c'est des peuplements assez restreints. On va parler notamment des jeunes plantations d'épicéas où à peu près rien ne pousse dessous. Voilà, aujourd'hui, on considère ces peuplements comme non sensibles. Une notation de 1 avec aucune pression visible, donc sur les 2 dernières saisons de végétation, aucun abrutissement sur les semis ou sur la végétation basse. Des abrutissements discrets avec des abrutissements sur des essences appétantes uniquement. Il faut savoir qu'en matière sylvicole, on a des essences qui sont plus appétantes que d'autres. Le sapin, les fruitiers, les chênes sont beaucoup plus appétants que des essences comme le hêtre ou l'épicéa ou le pin noir, pin sylvestre, pin accroché. Ensuite, nous avons la notation 3 qui est l'abrutissement généralisé sur les essences appétantes et l'abrutissement généralisé sur toutes les essences, la notation 4. Donc, voilà, on remplit au niveau des fiches de reconnaissance de coupe des notations post-martelage ce type d'indicateur lors des passages des techniciens sur les forêts. Donc là, je vous ai mis, donc ça c'est pareil, la photo, c'est forêt domaniale de Storat, c'est un petit zoom sur un plant de sapin. Vous voyez tous les bourgeons latéraux et apicaux sont bouffés. Et sur la gauche, c'est une zone c'est un enclos qui est en forêt domaniale de Clavera, donc plutôt contexte oriental avec du pin accroché, avec la partie enclos sur la droite et la partie exclos sur la gauche. Donc maintenant, voilà, on utilise depuis quelques années les premiers enclos-exclos qui ont été mis en place là sur la région Occitanie. Ça avait été fait au niveau du programme Green, qui avait été un programme pour caractériser un petit peu le déséquilibre, notamment en zone à grand tétras. Donc on revient sur nos problèmes de notre sujet sur les lisières, puisque le grand tétras est un oiseau qui se situe plutôt sur les lisières supérieures. Et donc, de plus en plus, donc nous sur l'agence, on va en mettre un certain nombre sur notamment le département de l'Aude et des PO qui étaient assez peu pourvus en dispositifs. Ce sont des dispositifs qui n'ont pas grand-chose de scientifique, qui sont uniquement là pour essayer d'avoir donner des images à partager avec nos différents partenaires, communes forestières, fédération des chasseurs, DDT, etc., etc. Donc le principe général, c'est assez simple, c'est comparer des données sur la régénération ou la végétation basse entre un milieu qui est accessible à la grande faune et aux animaux domestiques, notamment en zone pastorale, et puis un milieu complètement clos qui est rendu inaccessible par la pose soit d'un grillage, soit d'un latibois. Aujourd'hui, on favorise l'utilisation des latibois. Qu'est-ce qu'on cherche à observer? On cherche à observer la présence ou l'absence de régénération forestière sur les essences objectifs. Le document de gestion nous donne des essences objectifs. Et la dynamique d'installation, de croissance, de régénération. On peut avoir des zones qui sont
avec la pression d'ongulé qui est pas trop significative, mais malgré tout, ça peut amener à une différence de dynamique d'installation de la régénération. Et puis plus largement, le potentiel de diversité entre les essences forestières et puis les essences accompagnatrices. Donc là, vous avez une photo de l'enclos-exclos qui est sur la forêt domaniale d'Alzin, dans l'Ariège. Donc vous voyez, c'est un enclos qui fait 12,50 m par 12,50 m, avec une végétation, on va dire, beaucoup plus dynamique à l'intérieur de l'enclos que ce qui se passe à l'extérieur, donc en dehors du grillage. En ce moment, donc, arrive un petit peu dans la diversité des inventaires, de tout ce qu'on peut faire en matière d'évaluation d'équilibre forêt-gibier. Donc, on a ce qu'on appelle l'inventaire qui est issu du protocole Brossier-Palu. Donc, le protocole Brossier-Palu, en fait, c'est un protocole qui vise c'est une méthode de concertation qui vise à mettre la relation entre le chasseur et le forestier pour que chacun se comprenne. Voilà. C'est vrai que nous, forestiers, parfois, on manque beaucoup de pédagogie. On a du mal à expliquer quelles sont nos problématiques. Et le chasseur ne comprend pas forcément ces problématiques. Donc, on essaye, par le biais de ce protocole-là, de cette méthode d'inventaire, de se parler et puis d'essayer de se comprendre. Donc, c'est un inventaire qui est assez simplifié, mais quand même assez... Voilà, qui est basé sur une analyse statistique de la régénération et qui permet de caractériser les différents types de dégâts, donc abrutissement, frottis, plans arrachés, etc., etc. Donc, c'est un outil, comme j'ai dit, simplifié, qui doit être compréhensible par tous et qui permet d'échanger et de partager sur le constat des dégâts de gibier sur une parcelle donnée. Et il s'inscrit dans cette démarche de concertation entre les forestiers et les chasseurs. Donc, en fait, on utilise, je vous ai mis un exemple de fiche, mais c'est... Donc, on a différents contextes, un contexte en futée irrégulière, contexte en futée régulière. Donc, c'est quelque chose qui commence à arriver. On commence à en parler, nous, forestiers. On essaye de s'améliorer dans ce qui peut être notre communication, notre pédagogie avec les partenaires chasseurs, notamment. Voilà, ça, vous êtes ici en forêt communale de Portette de Luchon. Et donc, vous avez ce qu'on peut retrouver sur un certain nombre de faciès de la forêt pyrénéenne, avec aujourd'hui des zones de prébois, avec de la pelouse sous de la forêt, et avec, vous voyez cet élagage qui est fait par les animaux à 2 mètres, 2,50 m. Ça, c'est assez caractéristique de certains coins des Pyrénées, où effectivement, on n'a plus du tout d'effet de lisière ou d'effet de végétation arbustive qui est très, très limité. Donc, en fait, tous ces outils vont nous aider, nous, techniciens forestiers, gestionnaires des forêts, à établir une synthèse. Donc, la synthèse de l'équilibre forêt-gibier, nous, on essaye de caractériser ça pour essayer de rendre ça un petit peu plus clair pour nos partenaires sur de la cartographie, notamment. Et donc, on va attribuer une des 3 notes à chaque forêt et chaque lot de chasse, notamment. Donc, soit la forêt est dans un état satisfaisant, c'est-à-dire que les plantations ne nécessitent pas de protection, puisque la protection, je reviens, c'est excessivement cher. C'est cher à l'installation, cher à l'entretien, cher au moment de l'enlèvement des protections. Donc, la régénération est peu ou pas touchée et les aboutissements sont inférieurs à 15%. Une note état dégradé où les plantations nécessitent obligatoirement une protection individuelle ou collective. Et donc, on a la fourchette des plans concernés à 15-25% aboutis sur la régénération naturelle ou pas. Et donc, on a un état compromis où on a plus de 25% des plans ou semis qui sont touchés. Et donc là, on caractérise vraiment la forêt comme avec un état de régénération compromis quand on est dans cette fourchette-là. Ça, c'est une photo pour se donner un petit peu, se remonter un peu le moral. C'est qu'aujourd'hui, on a, donc ça, c'est sur le plateau, forêt domaniale de Comfrey-Picocel, plateau de Sceaux, département de l'Aude. En fait, voilà à quoi devrait ressembler une trouée régénérée dans la sapinière pyrénéenne. Et moi, après avoir passé 15 ans dans les Pyrénées centrales en Haute-Garonne, c'est quelque chose que je n'avais plus vu depuis 15 ans.
Voilà. Quand bien même on est sur le plateau de Sceaux avec une dynamique de population, notamment de cervidés, qui commence vraiment à nous poser des problèmes dans certains secteurs, nous gestionnaires forestiers. Voilà, donc moi j'en ai fini un petit peu avec mes outils. Je voulais juste vous mettre quelques mots pour lancer un petit peu les échanges. Effectivement, on va parler de chasse parce qu'aujourd'hui, la chasse, c'est une activité qui est essentielle pour espérer retrouver une forme d'équilibre. Voilà, c'est nos meilleurs amis, hein, pour essayer de renverser un peu la tendance dans certains secteurs ou pour éviter que la tendance se dégrade dans d'autres. La notion de changement climatique, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est confronté à des zones où nous sommes en déséquilibre complet. Et souvent dans ces zones-là, je parlais du plateau de Sceaux, on est fortement impacté par le changement climatique avec de grosses zones en dépérissement, notamment sur la sapinière. Donc ça se compte en quelques dizaines, voire centaines de milliers de mètres cubes, hein, ramassés depuis quelques années. Et donc on a une nécessité absolue de pouvoir bénéficier, dans le cadre du changement climatique, d'une régénération la plus diversifiée possible, en termes de diversité d'essence et même en termes de diversité génétique intraspécifique. Nous aussi, forestiers, on doit faire notre travail sur l'adaptation des pratiques sylvicoles, hein. Le changement climatique nous impose à nous, forestiers, d'adapter nos pratiques sylvicoles. Une des pratiques sylvicoles qui est la plus adaptée, c'est la gestion en futée irrégulière. Sauf que problème, la futée irrégulière, avec une régénération diffuse, est beaucoup plus impactée par les surdensités d'ongulés que ce qu'on pouvait avoir en futée régulière où on amenait une forte abondance de semis et pour laquelle on arrivait tant bien que mal sur certaines essences non appétantes, notamment sur la hêtraie qui pose moins de soucis, à obtenir des régénérations plus ou moins complètes. Et puis voilà, la communication, la concertation, sensibiliser, ce que je disais, forestier, nous les premiers, on n'est pas très très bons en termes de pédagogie. Et donc, moi, je suis amené assez régulièrement à travailler avec les fédérations de chasse départementales, donc l'Ariège, l'Aude, les PO, les DDT, pour expliquer nos problématiques, pour les amener sur le terrain, pour qu'on puisse discuter avec les chasseurs, pour qu'on puisse discuter avec la société civile, puisque quand on parle de coupe de bois, quand on parle de chasse, quand on parle de gestion forestière, aujourd'hui, on a aussi beaucoup de détracteurs et donc il faut qu'on arrive à expliquer notre action au quotidien. Et donc ces quatre mots, ces quatre grands axes sont aujourd'hui assez importants pour nous pour pouvoir assurer la gestion forestière de manière sereine, quoi, dans l'avenir. Voilà. Donc j'en ai fini avec ma présentation et donc je suis ouvert à la discussion, aux échanges. Merci Thibaut. Alors du coup, je regarde les écrans. Qu'est-ce que ça vous évoque, hein? Est-ce que vous avez envie de réagir? Des questions? Anne-Marie? Oui, juste avant qu'on rentre dans le débat, j'avais une question, Thibaut. Quand vous avez parlé d'enclos-exclos, il me Oui. semble que vous avez dit que c'était pas un protocole scientifique. Donc, est-ce à dire que vous n'y faites pas de relevé de végétation ou de relevé de régénération et que c'est juste une photo, en fait? Alors non, on a effectivement du relevé, hein, on relève de la hauteur de plan, on fait de la comparaison, mais on n'est pas dans un protocole de recherche scientifique, de la recherche fondamentale comme on peut l'avoir avec des chercheurs. Donc on va mettre en relief ce genre de choses avec notamment de la pression donc sur les essences objectives, sur la végétation accompagnatrice, sur le couvert aussi, le couvert qu'on peut avoir au sol. Et donc on a de la mesure sur de la hauteur de plan notamment et de la densité. Mais voilà, on n'est pas dans un protocole scientifique, on est vraiment sur un protocole très allégé pour mettre en relief un certain nombre de points. Voilà. Est-ce que
Du coup, Clara, tout à l'heure, tu disais que vous aviez beaucoup donc, ouais, de problématiques forestières, etc., sur le territoire du parc. Est-ce que la problématique de la génération est prégnante chez vous? Ce genre de constat, vous le faites aussi? Vous avez des difficultés Ça va dépendre un peu les endroits, les parcelles. Nous, sur de la forêt, après, on est essentiellement sur de la forêt privée, sur le parc. Très peu de forêt publique au final. Mais ça va être, oui, sur la question de la régénération et de la question de multiplicité plus des essences par rapport aussi à la réflexion sur le changement climatique et le futur un petit peu des forêts sur le parc. Il y a eu par le passé et il y a encore un peu de questions autour des incendies et pas mal de travail qui sont faits sur les plans de massif, la prévention incendie. Et donc, dans ça rentre l'idée Mm. de pouvoir diversifier aussi en termes d'essence et d'avoir une meilleure gestion forestière. Et en fait, c'est pas moi qui suis plus particulièrement sur ce côté-là, c'est plus Jérôme. C'est Mais Jérôme, ouais. ouais. Mais voilà, c'est vrai enfin, il y avait des éléments là qui ont été discutés qui faisaient écho à certaines choses dont on parle de temps en temps. Ça marche. Merci, Clara. Merci beaucoup pour la présentation. Si je peux donner juste un petit chiffre, peut-être pour que ça parle peut-être un peu plus, sur les 150 000 hectares de forêt domaniale là, sur les 3 départements. Aujourd'hui, on a une attribution sur les espèces cerfs et chevreuils de 3 500 cerfs et chevreuils sur ces zones-là, quoi. Donc, quand on parle d'activité chasse, l'activité chasse, elle est déjà importante, hein, au quotidien. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour nous parce qu'aujourd'hui, on a certains secteurs où les chasseurs ont des difficultés, non pas parce qu'ils n'ont pas la volonté, mais parce qu'ils ont parfois ils sont saturés en fait d'animaux à réaliser au niveau des plans de chasse. Et malgré tout, on a de bon nombre de secteurs où on n'est pas sur des niveaux d'attribution suffisants, en tout cas de notre point de vue, pour pouvoir retrouver un équilibre et retrouver une dynamique naturelle suffisante en matière de renouvellement forestier. C'est là où je lance le débat et je dis que du coup, on a besoin du retour du loup. On peut, on peut. Après, Ah, c'est pas à nous de poser la question. En Ariège, vous en avez pas beaucoup, c'est plus l'ours, non? Au niveau des populations de loups, c'est léger. Ou je me trompe? oui, non, il n'y a Il y a- pas. il y a- Oui, bon, alors on va parler de l'ours, mais l'ours n'a aucun impact Oui, il n'a pas, ouais. sur les ongulés. Et le loup, en fait, sur les départements où il est bien présent, notamment sur les Alpes, hein, il ne règle absolument pas la question de l'équilibre forêt-gibier. Par contre, il va modifier les comportements, quoi. Voilà, c'est sûr qu'on va avoir beaucoup plus de déplacements, des bestioles, des bêtes qui vont être beaucoup plus sur le qui-vive, donc plus difficiles à chasser, qui vont être voilà, ça amène des changements de comportement qui sont différents, mais ça D'accord. n'a pas forcément d'impact, ou en tout cas pas sur toutes les espèces. Il y a quelques espèces quand même qui sont plus touchées que d'autres, notamment le mouflon, mais le cerf notamment qui nous pose quelques questions, ça n'a pas forcément d'impact Ça régule pas. sur le niveau de population, quoi. Voilà. D'accord. Dans les départements où il est présent, quoi, où le loup est présent. Du coup, là, on a beaucoup de constats, beaucoup d'états des lieux. Il y a quoi comme piste, en fait? Bah aujourd'hui, voilà, comme je le dis, la piste principale, puisqu'aujourd'hui on parle vraiment on est sur de la notion de régulation, hein, c'est de faire en sorte d'avoir des plans de chasse qui sont adaptés à ce que les espaces peuvent supporter. Aujourd'hui, c'est notre principal atout. On a donc ça nécessite du travail avec les chasseurs, ça nécessite effectivement de réfléchir à la filière venaison, puisque ça pourrait être un des leviers qui permettrait aux chasseurs de pouvoir valoriser un petit peu, hein,
quand je vous parle de 3500 animaux sur les 160 000, 150 000 hectares de forêt domaniale, à l'échelle du département de l'Ariège ou à l'échelle des 3 départements, ça doit représenter voilà, plus de 10 000, voire 20 000 animaux. Donc en matière de développement de filière venaison, ça pourrait être une piste. Voilà, il faut qu'on arrive à trouver des solutions pour que cette pratique soit la plus valorisée possible, qu'on arrive à expliquer aussi à la société civile entre guillemets, le bien fondé de cette action-là, puisque aujourd'hui, sans l'action des chasseurs sur nos forêts, la situation serait encore plus catastrophique que ça. Donc voilà, toutes les questions de concertation, de communication, voilà, il y a des endroits où ça se passe bien. J'ai une petite anecdote. Alors ça se passe pas ici sur le contexte pyrénéen. C'est un exemple qui est en Alsace. L'Office national des forêts donc a repris la main sur la gestion d'un lot de chasse parce que zone complètement en déséquilibre. C'était une zone donc c'est une forêt domaniale du Castenwald, qui était louée donc à un locataire. Il y avait une attribution de plan de chasse au niveau des ongulés de l'ordre de 6,5 animaux attribués aux 100 hectares, chevreuils et daims. Avec le constat qu'effectivement, il y avait une forte population de daims sur cette forêt qui mettait en péril la régénération. Donc le locataire ne réalisant pas les plans de chasse, l'Office national des forêts a fait le choix de reprendre la main sur ces lots-là pour mettre une pression assez forte sur ce lot pour essayer de retrouver une forme d'équilibre. Donc ils l'ont fait pendant 5 ans et ils sont arrivés à un taux d'attribution sur les espèces chevreuil et daims de 31 animaux attribués aux 100 hectares. Donc ce qui est complètement fou en termes de population. Ça veut dire qu'ils ont vraiment fait l'effort là, c'est des niveaux de réalisation. Ils ont réalisé 30 animaux aux 100 hectares. Malgré tout, au bout de 5 ans, on est toujours sur des taux d'attribution aux 100 hectares de 15 animaux aux 100 hectares. Donc ils ont réussi à faire infléchir la courbe des populations. Ils n'ont pas exterminé ni le chevreuil ni le daim. On a toujours des attributions de daim et toujours des attributions de chevreuil. Sur ces 2 espèces-là, on est encore à des attributions de l'ordre de 15 animaux aux 100 hectares. Et on commence à retrouver de la dynamique, parce que quand même la forêt est assez dynamique. On le voit dans nos enclos explos, dès qu'on le met en enclos total, la dynamique forestière reprend ses droits. Juste, je vous donne ces chiffres, 6, 31, 15 animaux aux 100 hectares. Nous, aujourd'hui, si on parle d'attribution de plans de chasse sur nos forêts pyrénéennes, globalement, dans les zones à serre et chevreuil, on est sur des attributions qui sont de l'ordre de 4 animaux aux 100 hectares. Et quand on regarde en dehors des forêts domaniales, puisqu'on a la chance de maîtriser, entre guillemets, le plan de chasse, en tout cas les fédérations des chasseurs nous attribuent les plans de chasse que l'ONF demande en qualité de détenteur de droit de chasse. Quand on regarde ce qui peut se passer autour, et c'est là où on a besoin de concerter, c'est qu'en dehors de ces forêts domaniales, on a des taux d'attribution qui sont bien souvent aux alentours de 1, voire en dessous de 1, ou pour les zones les plus chargées, 1 à 2, quoi. Et nous, en forêt domaniale, on a des zones où on va arriver jusqu'à 10, 15 sur les Pyrénées-Orientales. On a quelques parcelles où on est à plus de 15 animaux attribués aux 100 hectares. Donc voilà, il faut qu'on arrive à concerter, à essayer de caractériser ça au mieux pour qu'on arrive à trouver des solutions avec nos amis chasseurs pour retrouver cette forme d'équilibre. Mais c'est un véritable défi. Et aujourd'hui, quand on parle de changement climatique, si on ne règle pas la question de l'équilibre forêt-gibier, on aura du mal à régler la question du changement climatique. Parce que voilà, aujourd'hui, on a des parcelles qui sont en manque de régénération. Voilà, un manque de régénération en termes de diversité d'essence et en termes de diversité génétique. Voilà.
Ok. Et du coup, donc, enfin, il y a plusieurs éléments sur lesquels ça repose. C'est-à-dire que ce changement climatique avec des hivers moins rigoureux, les taux de survie sont peut-être supérieurs à ce qu'ils pouvaient être il y a 30 ans. Du coup, la reproduction est augmentée. Là, ça repose, enfin, on fait reposer la gestion que sur le chasseur, en fait, hein. Donc, on est dans une économie, enfin, dans une démographie, enfin, Lucie pourra peut-être en parler, où il y a de moins en moins de chasseurs de plus en plus âgés. Donc enfin, le pari est risqué, quoi. Un cercle Mm. vicieux. On risque de pas aller vers une Et- augmentation de la pression de la chasse, du fait notamment de la population de chasseurs qui est vieillissante et qui se renouvelle pas non plus. Il n'y a pas de régénération dans la population de chasseurs non C'est ça. plus. Ça, c'est ça. Et là, dans les pratiques elles-mêmes de chasse, là, parce que j'ai un peu l'image que le chasseur a plutôt privilégié un mâle avec de beaux corps et tout ça, et en fait, s'il fallait chasser quelque chose, ce serait plutôt les femelles. Mais c'est meilleur à Alors, manger. ouais. Alors, bon, aujourd'hui, on retrouve, et c'est pour ça que la concertation, elle est importante. Moi, je me rends compte, puisque je suis en charge des trois départements, c'est vrai que pour être en relation avec différentes fédérations des chasseurs, ben, les bonnes idées des uns sont pas forcément toujours reprises par les autres. Moi, je viens du département de la Haute-Garonne. Sur le département de la Haute-Garonne, ils ont fait ce constat-là. La Fédération des chasseurs est très consciente du problème. Et donc, ils ont adapté la gestion de leur plan de chasse en termes d'attribution. On n'est plus sur de l'attribution comme on peut avoir sur certains secteurs avec des mâles, des femelles, des jeunes. Voilà. On est sur l'attribution du cerf et la fin déterminé, si on parle de l'espèce cerf, et du cerf et la femelle. C'est-à-dire qu'ils imposent un fort pourcentage de prélèvement dans les femelles pour essayer de casser cette dynamique de population, bien conscient que le potentiel du nombre d'animaux tirés, ben, il évolue pas. Quoi qu'on fasse, malgré une politique en matière financière sur des bracelets gratuits, etc., ben, les prélèvements n'ont pas du tout varié. Donc ils ont fait ce choix-là d'augmenter le prélèvement dans les femelles pour essayer de bloquer un petit peu cette dynamique. Et malgré tout, on s'aperçoit que ben, l'espèce est toujours en expansion, que, en tout cas d'un point de vue géographique, et que c'est très compliqué de freiner cette dynamique, surtout dans nos milieux montagnards où on a des zones, pour le coup, qui sont de fait des zones refuges par le fait de l'accessibilité, quoi. Puisqu'on rajoute aussi dans nos secteurs de montagne cette notion d'accessibilité pour la réalisation, quoi. Donc voilà, on a des fédérations qui aujourd'hui cherchent des solutions, hein. On est là pour en discuter. Et donc, il y a des choses qui évoluent. Par exemple, dans le département de l'Aude, on a eu la mise en place cette année d'un bracelet serré la fin déterminée qui permet de faciliter la finalisation des plans de chasse en fin de saison. Voilà, on essaye d'avancer tout doucement avec ces partenaires-là pour essayer d'aller dans le bon sens et de trouver des actions un petit peu favorables pour réduire ces populations, mais c'est très compliqué compte tenu du contexte général, tant sur la démographie des chasseurs que sur nous, nos craintes par rapport au changement climatique et cette problématique de déséquilibre. Je voudrais pas dire une bêtise, mais en plus, avec ces histoires de dynamique de population, il n'y a pas une histoire, comme pour tous les mammifères, en fait, que quand il y a des tirs sur certains individus, il y a une reproduction qui reprend, en fait, par rapport à un truc de survie, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais du coup, où la reproduction reprend de plus belle pour justement pallier au fait qu'il y ait des individus qui aient été. Ça, c'est sur les petits peut-être plus, alors que là, les petits sont pas chassables, j'imagine. Parce que c'est vrai que je connais pas trop les politiques de chasse, moi, mais. Bon, enfin, si aujourd'hui on peut tirer on peut tirer au niveau des ongulés, il y a pas de restriction en termes d'âge. Après, aujourd'hui, on est à des tels niveaux de population dans certains endroits que la question, enfin, cette question-là, on peut pas se la poser parce qu'il faut qu'on arrive à retrouver à des niveaux de population qui soient bien inférieurs pour pouvoir effectivement gérer. Aujourd'hui, on s'est fait, enfin, je pense que le constat il est partagé, on s'est fait
complètement dépassé dans certains endroits, et ça sera très 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 compliqué de revenir en arrière et de retrouver une forme d'équilibre. Là où c'est particulièrement dommage, enfin, moi, pour avoir traversé certains coins, certaines lisières forestières, ben vous traversez certaines lisières forestières, vous avez 1 mètre de framboisier, de myrtillers, et vous avez du fruit à gogo, et puis vous avez certains coins des Pyrénées où vous pouvez vous trimballer en basket, vous allez pas vous salir les genoux, quoi. Parce que la pression est excessivement forte, quoi. Il y a certains secteurs où c'est plus la peine d'aller ramasser de la myrtille, vous allez plus en avoir, vous allez avoir de la myrtille broutée à 5 cm ou 10 cm du sol, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Donc ça aussi, pour tout ce qui est biodiversité liée aux zones de lisière, aux zones pastorales, c'est compliqué aussi, quoi. Ok. Donc là, on a effectivement un constat qui est plutôt négatif sur les populations déjà en place de chevreuils, cerfs et tout ça. Comment ça se passe? C'est l'anticipation au vu du rapport que tu faisais sur l'Alsace au niveau du daim et tout ça, des populations un peu récentes sur Consulat de Foix et tout là. Bah aujourd'hui, voilà, on essaye de jouer sur ce niveau de plan de chasse, hein. On a rehaussé le niveau de plan de chasse, notamment sur cette forêt domaniale du Consulat, sur Sorat. Voilà, on essaye de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, hein. Comme je le disais, on n'a pas la main sur l'ensemble du territoire. Euh, donc on intervient là où on est en capacité d'intervenir, quoi. Voilà. Donc, On n'a pas évoqué un truc qui est rarement apprécié, mais ce qui est des chasses administratives, hein, de battues administratives. alors, effectivement, on a, alors c'est la notion de battue administrative, en fait, partout en France, et là, la fédération régionale m'arrêtera si j'ai une bêtise, mais on est plutôt concerné sur des espèces type sanglier, qui peut poser de gros dégâts. L'avantage du sanglier, entre guillemets, c'est que ces dégâts sont visibles et quantifiables. Ce qui est un peu moins le cas pour le cervidé, hein, et quantifier des dégâts sur la régénération forestière ou sur des prairies, ben, il faut déjà avoir un peu l'œil et puis être un petit peu aguerri. Donc aujourd'hui, tout ce qui est mesures administratives, on va l'avoir plutôt sur du sanglier. On a un petit peu de mesures administratives sur le chevreuil, notamment en zone de vignoble, parce que au printemps, au moment où la vigne démarre, on a énormément de dégâts de chevreuil. Donc sur les départements des PO et sur l'Aude, les DDT sont assez attentifs à ça, et donc on a de la mesure administrative sur le tir du chevreuil dans ces cas-là. Et on a finalement assez peu de mesures administratives sur le cerf. Alors moi j'en ai connu deux. Un type tir de nuit en fin de période de chasse aux alentours de la nationale, aux alentours de Saint-Béat, où pour des raisons de sécurité, le maire avait demandé une autorisation administrative de tir de nuit pour des animaux qui faisaient le va-et-vient de part et d'autre de la nationale. Et puis l'an dernier, sur le département de l'Aude, il y a eu une autorisation de chasse particulière qui a été, donc c'est une autorisation administrative délivrée par la DDT, qui a été faite pour une AICA, pour une AICA sur le plateau de Sceaux, en vue de protéger des parcelles de pommes de terre. Voilà. Il faut comprendre qu'en termes de mesures administratives, on va avoir des mesures administratives qui vont toucher bien souvent aux dégâts agricoles, puisque les dégâts agricoles sont indemnisés. Les fédérations de chasse indemnisent les dégâts agricoles, donc ça pèse aussi sur leur financement. Contrairement aux dégâts forestiers qui ne sont pas indemnisés. Donc voilà, c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Un propriétaire qui va faire une plantation d'1 hectare, qui va avoir investi 5 000 euros dans de la plantation sans protection. Si le chevreuil ou le cerf lui bouffe la plantation la première année ou la deuxième année ou la troisième année, parce que effectivement, avant que les plants sortent de la dent du gibier, on en a pour quelques années, et ben ces dégâts-là ne seront pas remboursés, quoi. Voilà. On rentre pas dans le cadre des dégâts agricoles. Donc effectivement, il y a aussi là-dedans un petit peu de politique générale pour voir quelles sont les solutions, quoi. On est vraiment dans une impasse dans certains secteurs
qui est assez problématique. Oui, donc en fait, on a pas mal d'outils pour mesurer l'impact, etc., mais on a peu de solutions pour faire en sorte qu'il y ait moins d'impact. Ouais. Aujourd'hui, on rentre même plus, on se dit même plus qu'on rentre dans une démarche scientifique pour aller chercher on sait que dans certains secteurs, la forêt, elle est pelée. Enfin, quand vous avez vu quelques photos, quand vous avez 0 strate entre 0 et 2 mètres, vous savez que là, de toute manière, il n'y a pas besoin de faire d'inventaire. Le constat, il est de fait. Il y a les zones où on va se poser des questions, faire des indices de consommation, ça va être des zones où on va commencer à voir apparaître des dégâts, et donc c'est là où on va essayer de quantifier, caractériser un peu plus finement les choses pour pouvoir intervenir. Aujourd'hui, nous, sur certains coins des Pyrénées, ce constat-là, enfin, ça sert à rien de passer du temps, parce qu'en plus, voilà, je vous l'ai pas dit, un dispositif enclos-exclos, c'est de l'ordre de 4-5 000 euros. Ça dépend si on met un dispositif aussi en faveur des animaux domestiques, des fois on couple, en fonction du contexte, on couple un dispositif enclos au gibier, et on essaye de mettre en place un dispositif bétail pour essayer de caractériser aussi les zones où le gibier impacte alors que le bétail est mis en défaut. Voilà, donc on investit quand même pas mal d'argent sur ça pour démontrer qu'on a ce problème-là, et pour pouvoir communiquer, pour pouvoir faire un peu de pédagogie avec tout le monde. Dominique, tu as Dominique, notifié quelque chose dans le chat. Tu veux peut-être en parler à haute voix ou Oui, en fait, c'est une fiche que j'avais vue qui avait été réalisée par la Fédé de chasse, je crois, qui expliquait en fait les possibilités de créer des clairières, des lisières, des zones en fait propices au pâturage du gibier pour limiter la pression sur les milieux forestiers. Et apparemment, ça fonctionnait bien. Donc, je ne sais pas voilà, si vous avez des retours d'expérience là-dessus. Et puis sinon, également, je voulais savoir si en fait, par rapport aux forêts en libre évolution, on a ces mêmes problématiques lorsqu'en fait on a des périodes de renouvellement de la forêt qui sont beaucoup plus longues dans le temps. Là, on évoque surtout des forêts de production, donc peut-être aussi avec une régénération qui doit se faire, je ne sais pas, sur un cycle de 120 ans par exemple, mais si on est sur des cycles de 200 ou 300 ans, comment est-ce que, voilà, est-ce qu'on se pose les mêmes problématiques pour tous les types de gestion forestière? Alors, du coup, sur la première question, sur en fait l'adaptation des pratiques sylvicoles, hein, c'est ce que je mettais un petit peu sur le diaporama de fin. On doit aussi adapter nos pratiques sylvicoles. Alors, la création de clairières, de prébois, tous ces aménagements qui peuvent être faits pour augmenter en fait la capacité d'accueil des milieux forestiers, c'est des réflexions qu'on a sur des forêts dans certains secteurs, mais c'est des choses qui vont être rattachées à certains contextes. Si je vous prends par exemple la photo où vous avez la souche là qui est avec un petit peu de verre autour et plus rien dessous, là on est en vallée d'Oueil, on a des pâturages en dessous, on a des pâturages au-dessus, en quantité largement suffisante pour pouvoir entre guillemets bénéficier tout le long de l'année aux ongulés. Donc dans certains contextes, oui, complètement forestier. Moi, j'ai travaillé 3 ans et demi en Alsace, notamment dans les Vosges, dans les Vosges du Nord, où on avait des peuplements forestiers jusqu'en haut des Vosges du Nord là. Donc effectivement, c'est des endroits où par nos pratiques sylvicoles, on crée des petites clairières, on crée des prébois où on faisait apparaître la graminée au sol. Il y avait la mise en place de cloisonnement sylvicole, c'est-à-dire qu'on a mené effectivement des zones de pacage pour la faune sauvage, pour pouvoir rendre la forêt plus accueillante et que les animaux se diversifient en termes d'impact. Donc c'est des choses qu'on fait, mais ça dépend des contextes. Ça dépend des contextes.
On peut le mettre en place dans certains contextes et pas dans d'autres. Concernant les forêts en libre évolution, la difficulté aujourd'hui, c'est que on n'a pas forcément d'études qui sont marquées sur ce genre de choses. Alors on se dote, on a au sein de l'établissement une politique en matière de création de réserves biologiques intégrales. Donc les réserves biologiques intégrales, c'est une réserve en forêt domaniale, qui a un statut de protection forte au titre de la stratégie d'aire protégée, et qui est la mise sous cloche de la forêt. Et donc on observe effectivement toute la dynamique forestière qu'il peut y avoir autour de ces espaces-là. Malgré tout, la seule activité qu'on s'autorise dans ces zones-là, c'est la régulation des grands ongulés, pour éviter les phénomènes de réserve notamment, et pour que ça impacte les zones périphériques. Mais le constat, il est le même, c'est-à-dire que la forêt se renouvellera certainement d'une manière ou d'une autre sur de la libre évolution. Donc c'est effectivement un problème d'objectif, une question d'objectif en fait. Quel est l'objectif du patrimoine forestier dont on est propriétaire? Si on le laisse en libre évolution, on devrait continuer à avoir un couvert forestier sur le long terme. Même si dans le cas où on a des populations d'ongulés excessives, ça va forcément ralentir le processus, on va forcément avoir de la perte de biodiversité. Quand on parle de diversité génétique, aujourd'hui, on sait que les essences forestières s'adaptent tant bien que mal au changement climatique. Un chêne qui a 100 ans est mieux adapté au changement climatique qu'un chêne qui en a 250. Et donc forcément, la régénération d'un chêne de 100 ans est mieux adaptée qu'une régénération d'un chêne de 250 ans. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut avoir à l'idée. Après, voilà, le temps forestier est tellement long que pour faire ces constats, il faudrait que effectivement une génération de forestiers se penche sur le sujet. Et c'est le cas aujourd'hui, de par le réseau des réserves biologiques intégrales, c'est un sujet qui est regardé forcément. Voilà. Je crois que ça sera la conclusion, sauf s'il y a une dernière petite question rapide, puisque du coup, il est 10h30 et nous allons devoir nous quitter. Moi, je peux mettre en perspective effectivement tous ces éléments, hein, de Thibaut et tout ça, là. C'est-à-dire qu'on a un projet de restauration de la gélinote, là, qui est une cousine du grand tétras sur les basses altitudes. Et dans la principale question, c'est où est-ce qu'il y a sur le territoire des surfaces forestières propices, en fait, hein, parce que du coup, elle est inféodée à des couverts forestiers avec des strates basses de végétation. Et là, compte tenu de la pression du gibier, ces traces-là, on les cherche, quoi. Mais on espère que peut-être le projet de Thierry vous amènera quelques réponses. On essaiera d'organiser du coup une séance de présentation des résultats d'ici quelques temps. Merci Thibaut pour tous ces éléments sur les outils et surtout tous ces questionnements du coup sur comment résoudre tous ces impacts et ces soucis. Je pense que ça risque d'être un petit peu long, mais bon, c'est intéressant d'en parler effectivement et de pouvoir un peu avoir ça en tête. Donc merci donc à Yannick et à Thibaut pour les présentations et à Thierry qui est déjà parti un petit moment. Merci à tous les participants. Je vous envoie du coup un mail avec les présentations et n'hésitez pas à continuer les échanges a posteriori si besoin, si vous avez d'autres questions à poser aux intervenants. Et je vous invite à vous inscrire au prochain café du reste de l'année. Et je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci, Au revoir, bonne merci beaucoup. journée. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Merci Julie. Merci Thibaut. Au revoir. Merci Yannick.